Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de Mumbeso Mbon, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. J'ai vu une image qui m'a bouleversé. Une image bouleversante de l'UPC, Union des populations du Cameroun, apportant son soutien et disant d'ailleurs, déclarant clairement, ouvertement en public qu'il mène le même combat que le RDPC. L'image là circule sur ma page et partout sur les réseaux sociaux. Je vais ici, à travers mon live, expliquer juste une chose, c'est que, en fait, je ne suis pas surpris parce que le parti UPC actuel apporte son soutien au régime de Paul Biya. C'est même pipe, même tabac, c'est pas surprenant. L'UPC actuel est une caisse de résonance, est un bras armé du RDPC. En réalité, ceux qui sont là-bas et qui font semblant d'être de l'opposition ne sont pas, ils sont véritablement, je vais dire, ne sont pas de l'opposition, ils sont du parti au pouvoir. Ils sont du RDPC. Je veux m'indigner ici sur quelque chose qui devrait choquer et qui devrait attirer l'attention de tous les Camerounais sérieux et qui aiment ce pays. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez le live massivement. C'est quoi le RDPC? Bonjour, bonsoir, Roro. Le RDPC n'est rien d'autre que l'UC qui est devenu l'UNC, UC de Amadou Ahidjo, que Paul Biya a juste pris et il a allé transformer à Bamenda pour faire un parti qui s'appelle aujourd'hui RDPC. C'est-à-dire que RDPC est la continuité du parti tortionnaire qui était l'UC ou l'UNC de Amadou Ahidjo. C'est-à-dire ce parti politique tortionnaire, ce parti politique qui a humilié nos ancêtres, ce parti politique qui a génocidé les populations du Cameroun. Pendant ce temps, il y avait un parti qui s'appelait l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, né en avril, créé en avril 1948 et entré en clandestinité en 1955. Bonsoir Ange Feuillou, Charlie Ngou, mon frère. C'est avec plaisir. Voilà. J'étais content de te voir la dernière fois au concert du général Valsero. J'espère qu'on aura une autre occasion. Donc, le RDPC ici n'est que la suite de l'UNC qui a humilié le Cameroun, qui a participé auprès des colons à l'assassinat, au génocide des populations du Cameroun. Aujourd'hui, l'UPC, qui était un parti qui réunissait tous les Camerounais, est devenu aujourd'hui un parti tribal. Voilà les deux points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. C'est-à-dire que, à la création de l'UPC, on a des gens qui sont Sawa, les Moumé Etia, on a des Bamileke, il y a des Bamileke là-dedans avec les noms comme ça doit être les Toumi, le nom m'échappe. Vous avez les Etunji, c'est-à-dire du côté des Ekam, vous avez les Etunji, vous avez les Daouda. En fait, c'était un parti politique qui réunissait. Quand vous regardez la liste, je crois, des 10 ou des 12 personnes qui se sont assises pour créer le parti qu'on appelle l'UPC, que Oumiobe va rejoindre plus tard, parce que Oumiobe n'est pas à la création de l'UPC. Il deviendra plus tard un grand leader de ce parti. Mais ce parti, donc, qui réunissait toutes les populations du Cameroun et qui menait une lutte acharnée contre le système en place, c'est-à-dire Ahidjo, et contre la France, les puissances occidentales en général, mais plus précisément la France.
bonsoir Tassouap, bonsoir Julien Le Toileux. Donc l'UPC là, qui était le parti qui réunissait tous les Camerounais, est devenu progressivement un parti bassa, d'où la dégringolade, d'où la chute actuelle. Est-ce que vous comprenez l'urgence de ne pas faire du MRC forcément un parti de Bamileke? Parce que s'il y a une bamilékisation du MRC, ça ne devient plus un parti national, mais ça devient un parti tribal, comme les l'UPC aujourd'hui. J'ai même vu, ils n'ont même pas honte de présenter l'UPC avec le fond rouge et avec notre crabe, le crabe sacré dessus des grands initiés. Ils ne savent même pas d'où ces histoires sont venues. L'UPC qui était porté, qui avait l'énergie et la bénédiction de tout le peuple camerounais, est devenu un parti de quelques mendiants, devenu un parti politique de quelques villageois, de quelques tribalistes. Et celui qui a œuvré pour que ce soit un véritable parti tribal aujourd'hui, n'est rien d'autre que Kodok. Et je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, il y a une proposition qui est faite à Frédéric Kodok de proposer le nom de 3 personnes de l'aire culturelle Bassa qui pourraient être nommées, n'est-ce pas, au poste de ministre. Kodok lui-même en tant que ministre n'est pas allé chercher très loin. Donc, imaginez, vous avez les Bassa du centre, vous avez les Bassa du littoral, vous avez une cinquantaine de villages Bassa des deux côtés. Kodok est allé sortir une liste de 3 personnes qu'il a proposées au gouvernement camerounais. Et ces 3 personnes étaient Bassa de son propre village. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu la décence de dire que je veux prendre un Bassa qui est peut-être du côté, qui est à 50 km de moi. Je veux proposer un autre Bassa qui soit un Bassa du centre ou un autre Bassa qui soit du littoral. Non, non, non. Il a pris dans son propre village 3 frères qu'il a mis dans la liste. Cette liste n'a jamais été validée. Voilà comment progressivement un parti, voilà la chute, voilà la dégringolade. C'est pour ça que le RDPC, après la chute de Paul Biya, on n'entendra plus jamais parler. Ça disparaîtra complètement. Pourquoi? Parce que RDPC, de par déjà sa naissance, est un parti génocidaire, est un parti qui a contribué au massacre des populations de notre pays, le Cameroun. Je rappelle que le RDPC n'est que la suite de l'UNC d'Amadou Ahidjo. Et Biya a été dans ce gouvernement à partir de 1962. Or, le RDPC est créé dans les années 80, fin années 80. Et il a créé ça à Bamenda. Les mêmes Bamenda qu'il est en train d'assassiner aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect de la chose. Le deuxième aspect, c'est que ce parti est non seulement aujourd'hui un parti tribal, avec, il ne faut pas voir ce qu'on appelle ce petit masque, hein, ce petit voile-là, n'est-ce pas, pour essayer de tromper les naïfs. C'est-à-dire que dans les réunions du RDPC, carrément, les gens parlent le boulou. Quand je dis le boulou, ici, comprenez toujours par là le Ekan en général, ce qu'ils appellent les Fangbeti boulou. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris un Bamileke qu'ils ont mis là-bas à la tête du RDPC. Ça ne signifie rien du tout. Donc, ce parti-là va disparaître. Parce que c'est devenu le parti du village. Après avoir été le parti qui a travaillé auprès des colons pour détruire le peuple camerounais. Voilà ce qui me révolte. Ce n'est pas parce qu'on a vu cette image-là de l'UPC accolée à celle du RDPC avec Paul Biya en disant qu'ils mènent le même combat. Évidemment que c'est des gens c'est pas des gens de l'opposition. L'UPC n'est pas dans l'opposition. Donc tous ces gens qui sont aujourd'hui, ils ont fait de l'UPC une affaire de Bassa, alors que l'UPC était le parti porté par tout le monde. Les gens venaient de partout pour adhérer à l'UPC. Du moment où ils ont choisi de faire de ça un parti Bassa, voilà ce qu'est devenu l'UPC. Aujourd'hui, dans les réunions de l'UPC, ils parlent carrément Bassa. Ils ont même oublié. Donc, en fait, il y a une chose qui les rattrape, c'est la différence avec nous au MRC. Vous ne viendrez jamais dans une réunion du MRC entendre des gens qui parlent leur langue. On parle français ou anglais. Jamais vous entendrez une telle chose au RDPC, au MRC. Et vous allez dans le PCRN de Cabral Libide, c'était pareil, ils parlent leur langue. Dès que tu es d'une autre tribu, tu te retrouves là-bas, on a l'impression en fait que tu t'es égaré, mais comment tu fais pour te retrouver ici?
Partagez le live et invitez les autres. Donc, je voulais passer, ça c'est le deuxième point que je vais aborder dans ce live. Je voulais saluer mes camarades, la générale Sandy, mon frère Kameko Dialapé, mon frère Olivier Tchanan, tous ces combattants-là que j'ai vus, qui sont allés mener des actions. La base n'est pas morte, la base est debout. De toute façon, la base a toujours été debout. La base est debout et la base résiste et nous irons au bout de cette lutte. Pourquoi je parle de se sacrifier pour ses enfants? Pourquoi je parle de se sacrifier pour les autres? Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec la brigade anti-Sardina, c'est un énorme sacrifice que nous sommes en train de faire pour le Cameroun. C'est un énorme sacrifice que nous sommes en train de faire pour les générations futures. C'est un énorme sacrifice. J'ai toujours du mal à comprendre ceux-là qui pensent que nous, on braille depuis la diaspora, parce qu'on n'a pas le courage d'aller au Cameroun. On braille depuis la diaspora et que notre combat, on ne prend aucun risque quand on est en diaspora et on fait ce que nous faisons. Si ces gens savaient qu'on ne peut plus marcher n'importe comment, si ces gens savaient qu'il y a des Camerounais qui nous détestent à cause du combat que nous menons, si ces gens-là savaient qu'on échappe aux empoisonnements, aux agressions, si ces gens-là savaient qu'on est surveillé par la France qui colonise, on est surveillé. Je ne parle pas de la France tout entière, mais son noyau France-africain qui ne veut pas mourir. Lisez l'Empire qui ne veut pas mourir. C'est un brillant ouvrage que j'ai présenté ici à plusieurs reprises. Ces gens-là sont décidés. Et ils ont décidé que, même après Paul Biya, ils vont tout faire pour installer quelqu'un du RDPC pour qu'on continue. Au détriment ici des intérêts du peuple camerounais. Nous n'allons pas l'accepter. Donc il y a des gens qui pensent que c'est trop facile. S'ils savaient que nous, aujourd'hui, on est en exil. S'ils savaient que nous, on n'a pas droit au passeport, comme c'est mon cas depuis 2 ans. S'ils savaient qu'on perd nos parents, on ne peut pas aller les enterrer. S'ils savaient qu'on perd nos frères, nos soeurs, nos parents se marient, nos petits frères passent des diplômes, on fait des enfants, on n'est pas présent pour les accompagner dans ces moments importants de leur vie parce qu'on est bloqué en exil à cause du combat qu'on mène. Quand je vois, c'est pour ça que j'ai du mépris pour les Camerounais qui nous donnent des leçons. Je peux encore essayer d'écouter quelqu'un qui a lui-même fait des sacrifices. Du moment où tu te caches derrière un faux profil pour venir me donner moi des leçons, moi qui prends les risques tous les jours, je me moque complètement de toi, je me fous complètement de ta personne. Je n'ai pas de compte à te rendre. Les gens peuvent trouver ça orgueilleux, arrogant, ça c'est leur problème. C'est nous qui savons ce que nous perdons au quotidien à cause de cette lutte. Mais nous n'avons pas de regret. Pourquoi? Parce que c'est notre part. C'est notre contribution à la lutte pour la libération. C'est notre devoir en tant que parents parce que nous avons l'obligation de contribuer à ce que le Cameroun là soit meilleur demain pour nos enfants qui viendront. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays, je dis bien du monde, tout le monde le fait. Je dis bien dans tous les pays du monde, tous les pays du monde le font, je veux dire. Il n'y a que chez nous, où certaines personnes pensent qu'on peut se lever comme ça, tout change. D'un claquement de doigts, d'un coup de baguette magique. C'est parce que les gens font des sacrifices. Je pense à un Camerounais que j'ai rencontré la dernière fois, qui me voit à Château Rouge. Ce connard-là, j'aimerais bien encore le voir en face. Il est avec sa femme, il s'arrête, il me voit. Salut Bertie, je dis bonjour mon frère, je l'accueille avec voilà, respect. Comment tu vas et tout. Il me dit oui, vraiment, je ne suis pas content de vous. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit de toute façon, quand je vois n'importe quel combattant de la base, je lui parle comme je suis en train de te parler et ces personnes-là me présentent leurs excuses. J'avais déjà abordé cette question-ci avec Kamwa la Panthère et Kamwa la Panthère s'était excusé vraiment auprès de moi. Vous là, la base, à cause de vous, j'ai raté un voyage au Cameroun. Je n'ai pas pu aller, je ne sais pas si c'était un mariage, quelque chose comme ça, voilà. Parce que vous avez cassé l'ambassade et je n'ai pas eu mon passeport. Je le regarde comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit que moi, je dois lui présenter mes excuses. J'étais mort de rire ce jour-là. Je dis, mais tu es sérieux dans ta tête?
Il y a un boulon qui a sauté quelque part. Sa femme était là à côté, regardez. J'ai dit, mon frère, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok. Dans un pays normal, qu'est-ce qu'on fait? Tu as payé pour une prestation, non? Tu n'as pas ton passeport. La moindre des choses, quand tu payes, tu veux obtenir ton passeport. Mais si tu payes, tu n'as pas le passeport, tu fais une requête ou tu portes plainte, tu te plains quelque part, tu écris, tu te plains. Est-ce que tu l'as fait? Il me dit non. Est-ce que tu es allé voir l'ambassadeur pour lui dire que tu as un problème de passeport? Non. Il dit que non, il attend de toute façon, il va faire comment? Ah, tu n'as pas le courage d'aller voir l'ambassadeur. Parce que tu sais que si tu bronches un peu, on peut même non seulement bloquer ton passeport, on bloque l'argent du passeport et on t'empêche d'aller même au Cameroun. Ou alors on te laisse aller au Cameroun, arriver à l'aéroport, on t'arrête, on te fout en prison. Comme tu as peur de ceux-là, tu n'oses pas. Et tu viens me voir, moi, la victime du système en route, pour me demander, moi, de te présenter mes excuses. J'ai dit, mais celui-là, il est malade ou quoi? J'aimerais bien rencontrer encore ce mec-là ce jour-là. Même sa femme était placée à côté, elle regardait, elle dit que, ouais, chérie, viens, on part. Je t'ai dit que laisse-les comme ça. Voilà des Camerounais qui arrivent à détester d'autres Camerounais, qui se battent pour la libération du Cameroun. Ces égoïstes, ces charognards n'ont pensé qu'à eux. Parce qu'il allait à un mariage. Qu'est-ce que ton mariage vaut par rapport à tout le Cameroun? Qu'est-ce que ton mariage vaut par rapport à la lutte pour la libération de notre pays? Il n'a pensé qu'à lui. Jusqu'à dire que moi, mon bon. Un non-initié comme lui, moi, je dois m'excuser devant lui. Un tétard comme lui, là, moi, je dois m'excuser devant lui. Moi, un monument. Des plaisantins comme ça. Je suis de l'autre côté de la route. Quand je vous parle, je ne suis pas votre camarade. On ne mange pas les beignets ensemble. Il prend le courage pour me dire que moi, je dois lui présenter les excuses. Voilà les Camerounais. Mais adresse-toi à l'ambassadeur. Va voir monsieur le consul. Plains-toi là-bas. Dis que mais tu as besoin de ton passeport. Non, 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 non. Il n'est pas courageux pour faire ça. Il vient, il dit que quand il va voir n'importe quel combattant. Donc la base est en train de faire son travail. Et nous sommes debout. Peu importe ce qui arrivera. Bonsoir Martin Job. On va faire notre job. Et nous allons aller au bout de la lutte. Donc la brigade anti-Sardina est debout et en 2025, nous allons frapper encore très fort. Nous sommes en train de nous organiser, nous multiplions des réunions. Vous aurez un peuple en colère en face de vous. Nous nous préparons. Chaque peuple fait ce sacrifice. Pour prendre l'exemple d'un pays qui est la Chine, un grand pays comme la Chine. C'est un pays qui a été humilié avec la guerre de l'opium. Le géant endormi, le géant aux pieds d'argile. Un peuple qui croulait sous le poids de la misère, de la guerre, de l'insécurité et de l'humiliation des Occidentaux. Les Occidentaux sont encore venus, notamment les Anglais, les humilier. On a créé, on a mis le christianisme chez eux, on a mis l'islam chez eux. Les Chinois, à un moment, se sont demandé, alors comment on se bat pour reconquérir notre territoire? Comment on va se battre pour reconquérir notre identité? Identité ici, c'est-à-dire, ils vont récupérer leur culture, ils vont récupérer leur langue, ils vont remettre en place un certain nombre d'institutions sur le plan politique, l'organisation sociale. C'est comme ça qu'ils ont repris le contrôle total. Pas des Chinois qui ont retroussé les manches. Beaucoup sont morts pour que les Chinois actuels que vous voyez, vous enviez à travers le monde. Il y a des milliardaires, tous les deux pas en Chine, vous avez des milliardaires aujourd'hui. Ça ne tombe pas du ciel. Vous avez un pays qui a en seulement 75 ans, 80 ans, qui s'est complètement métamorphosé devant nos yeux, qui est devenu la première puissance économique au monde. La Chine. Et en partant d'eux-mêmes, en partant de leur propre idéal, en partant de la vision du monde de leurs ancêtres, en partant de leur propre repère civilisationnel. Voilà le travail qu'a fait la Chine. Bonsoir, M. Gilbert, c'est Gérard.
Révéline Jonkou, bonsoir. Tom Lionel, bonsoir. Voilà le travail qu'a fait la Chine. Et c'est ça un véritable peuple. On se sacrifie pour les autres. Même les animaux le font. Il n'y a que chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun. Donc imaginez, vous avez les générations de Ngosoding, les générations de Douala Mangabel qui ont fait des sacrifices, les Kouva Likenye, vous avez beaucoup qui ont fait des sacrifices, vous avez après les générations de 1948 jusqu'à 1955 avec, disons, de l'UPC, vous avez cette grande génération qui s'est arrêtée en 1971 avec l'assassinat de Ernest Ouandié. On ne va pas tous les citer. Vous avez également les générations des années 90 quand même avec les villes mortes et les années de Brest qui se sont battus. Beaucoup sont en exil aujourd'hui. Vous avez des Camerounais, oui. Mais la lutte a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, des millions de Camerounais qui, comme aujourd'hui, sont toujours derrière en train d'observer et pensent que non, c'est à la base de le faire. C'est au MRC de le faire, c'est à Camto de le faire, c'est aux autres de le faire, sauf eux-mêmes, ils s'excluent de l'équation alors qu'on a besoin de tout le monde pour mener la lutte. Mais les autres se sont exclus. Non, c'est les affaires des Bamileke qui veulent installer leur frère Camto, leur frère du village Camto au pouvoir. On ne s'en sort pas comme ça. Un pays, ça se construit. Et pour se construire, il faut faire des sacrifices. Nous, on devrait être encouragés pour ce que nous faisons. Nous avons tout au contraire des Camerounais qui se moquent de nous. Il y a des Camerounais qui s'attaquent à nous. Il y a des Camerounais qui nous insultent, qui nous traitent de sans-papiers, casseurs d'ambassade, de voyous, de ceci, de Bamileke, et de ceci, et de voyous, et de beaux ailleurs, et tous. Alors que nous sommes en train de nous battre. Les mouvements comme la brigade anti-Sardina ont été cités par Laurent Gbagbo. Les mouvements comme la brigade anti-Sardina, il y a l'équivalent dans d'autres pays africains. Allez voir le mouvement Yanama en Afrique de l'Ouest. Allez voir les membres du mouvement Balai Citoyen en Afrique de l'Ouest. Allez voir les mouvements un peu partout en Afrique de l'Ouest. Comment les partisans de ces mouvements-là sont respectés. Au Cameroun, on veut nous piétiner, on veut nous humilier, alors qu'ils font semblant, alors que c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps au Cameroun. Regardez même les journaux télévisés, regardez la presse, regardez comment. C'est la base qui décide. Si nous voulons aujourd'hui qu'on parle de nous demain matin, nous on va le faire. Vous allez voir dans tous les plateaux de télé au Cameroun, les débats du dimanche, la presse écrite, les journaux, partout vous allez voir, on va dire la brigade anti-Sardina a fait ceci. Mais il y a toujours ce côté-là où des gens ils font exprès de nous rabaisser, ils font exprès de nous humilier, de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais nous résistons, nous savons que nous avons un devoir, nous savons que nous avons une mission. Et nous sommes en train de faire notre job. Nous accomplissons la mission de notre époque. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de la lutte. Donc, quelqu'un qui se cache derrière un faux profil pour me donner des leçons ne mérite même pas mon mépris. Ni plus ni moins qu'une vermine, cette personne. Ces personnes-là ne m'intéressent pas. Nous souffrons. Nous prenons des coups. Parce qu'on aime ce pays, parce qu'on veut on veut voir ce pays se relever. Il n'y a que des Camerounais. Regardez partout comment les gens manifestent. Regardez en Europe, regardez en Occident comment. Regardez dans les pays arabes. Comment les gens se battent pour le changement. Comment les gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans se battent tous les jours et se disent « Je veux laisser un pays meilleur à mes enfants ». Tu vois, au Cameroun, les gens de 60 ans, quand on te dit sortons, ils disent que on ne sort comme pas où avec toi. Tes enfants sont où? Le jour que tu vas mettre tes enfants devant, quand tu ne peux même pas mettre ses enfants devant, il n'en a rien à foutre. Tous ses enfants ont réussi. Est-ce que ce qu'il fait là, il fait ça parce que non, il fait ça pour le Cameroun. C'est sa contribution qu'il apporte à la lutte pour la libération de notre pays. Vous voyez un père au quartier qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à se soigner, qui n'arrive pas à scolariser ses enfants. Il dit que oh, quand on nous piège. Et il a 70 ans, bientôt il va mourir. Ta mort aura servi à quoi? Tomber d'un prunier, mourir. Ou mourir un matin comme une chèvre dans un sous-quartier quelque part.
Ta mort servirait à la nation si tu étais parti te battre au moment où on disait que tout le monde doit sortir, aller se battre pour libérer le Cameroun. Où sont ses parents? Où sont les jeunes qui sont dans les histoires des réseaux sociaux pour insulter des Bordeaux Linkoufa? Que oh, Viviane, c'est toi qui m'as... Voilà, notre version du Cameroun est meilleure que la vôtre de Côte d'Ivoire, celle de Côte d'Ivoire. Voilà ce que fait la jeunesse camerounaise. La jeunesse perdue, égarée. C'est racaille. Les voilà ce qu'ils savent faire. Quand il faut parler de la Côte d'Ivoire, ils sont trop forts. Mais leur propre pays. Dans leur propre pays, quand il s'agit de la politique du Cameroun, ils sont incapables de se prononcer. Mais quand il faut parler de la Côte d'Ivoire, ils sont champions. Voilà jusqu'où les 42 ans de règne ont mené notre pays. Voilà comment Paul Biya a contribué à détruire notre pays, le Cameroun. Ceux qui se battent pour la libération sont détestés. Mais même si vous ne reconnaissez pas nos sacrifices aujourd'hui, vous allez reconnaître ces sacrifices-là plus tard. Je n'arrive même pas à comprendre que les gens comme nous, victimes du système, par exemple un Bozaïeux comme moi, je suis la victime du système. J'essaie de jeter une petite pierre comme ça à un robuste qui est le système, une nébuleuse, un robuste qui est le système de Biya. J'essaie de jeter des petits pieds dessus. Les gens laissent le costaud le plus puissant, destructeur, pour s'attaquer à moi qui suis presque inoffensif. Moi qui ne représente rien. Je suis un tout petit qui se bat contre les injustices. Non, ils s'entraînent à moi. Ils protègent Paul Biya. C'est pour ça que votre hypocrisie de nous aussi les boulous, nous les écamons, on souffre. Nous on souffre même plus que vous, il faut bien voir. Mais pourquoi, quand on dit sortons pour renverser Paul Biya, vous n'êtes jamais devant? Pourquoi, quand on dit sortons massivement pour renverser Paul Biya, vous êtes les gens qui sortez pour insulter les autres en disant qu'on doit protéger les institutions? Pourquoi vous ne sortez que pour protéger les institutions? Pourquoi vous avez l'impression qu'en tant que Fambeti Boulou, les institutions vous appartiennent? C'est parce que Paul Biya, pendant 42 ans, vous a fait croire que, effectivement, la politique vous appartenait. Les Bamileke, c'est pour le commerce, la politique, c'est pour nous, nous sommes les plus intelligents, c'est nous les hauts gradés de l'armée, c'est nous les ministres, c'est nous les directeurs, c'est nous les ambassadeurs, c'est nous les préfets et autres, c'est nous à tous les postes clés de l'administration. Salut le brave combattant Kamer Kodi à la paix. Avant que tu n'arrives, j'étais salué au début de ce live, avec les Sandy, avec mon frère Olivier Tchanan, et toute la troupe et tout le travail. Bravo les gars. Justement, je suis en train de parler du sacrifice de la brigade anti-Sardina. Non, pourquoi les gens qui disent que nous aussi on souffre, dans nos villages il n'y a pas d'eau, dans nos villages il n'y a pas d'électricité. Mais quand on dit sortons donc massivement pour renverser Paul Biya, vous sortez plutôt pour défendre les institutions. Vous sortez pour défendre Biya, le frère du village. Vous êtes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Je vais prendre un autre exemple et je m'appuie toujours ici sur les faits. Il y a 10 régions au Cameroun. Quand on a dit les villes mortes, de toute l'histoire du Cameroun jusqu'à présent, il n'y a que 3 régions où il n'y a jamais eu de ville morte. Le centre, le sud et l'est. Demandez-vous pourquoi. C'est-à-dire les mêmes gens qui vous disent que non, ils souffrent beaucoup, ils souffrent même peut-être plus que d'autres Camerounais. Mais quand on dit levons-nous pour combattre la dictature, ils ne se lèvent jamais. Ou alors, quand ils se lèvent, c'est pour défendre Biya, le frère du village. Et ils veulent nous faire croire que non, c'est les Bamileke le problème, parce qu'on veut renverser Paul Biya, leur frère du village. Donc c'est nous, les tribalistes, eux, ils sont des patriotes. Parce qu'ils défendent les institutions. Entendez par les institutions la cuisine de leur grand-mère. C'est leur affaire, en fait, les institutions. On va défendre les institutions. Forcer la loi, force à la loi. Voilà les choses comme ça qu'ils aiment bien utiliser. Les Bamileke, là, on va vous montrer. Voilà comment on a détruit le Cameroun. Une affaire nationale qui concerne tout le monde, on en a fait une affaire de tribu. L'UPC, qui est un parti politique qui concernait tous les Camerounais, qui regroupait toutes les composantes ethniques du pays, est progressivement devenu l'UPC des Bassa, d'où la chute. Le RDPC, pareil, continuité de l'UNC, UC Daïcho, parti tortionnaire contre le peuple camerounais, qui va devenir finalement un parti. Ils oublient. Aujourd'hui, ils parlent de l'UPC. Ils se rallient au RDPC, qui n'est rien d'autre que la suite de l'UC-UNC d'Amadou Ahidjo.
Ils ont oublié que leurs parents, Bassa, comme ils soutiennent ce parti parce que Bassa, ils ont oublié que leurs parents sont dans des fosses communes. Et c'est ça les gens de l'UC, de RDPC, ce sont ces gens-là qui tuaient leurs parents. Les Bassa aujourd'hui s'en prennent au Bamileke. Leurs parents sont comme ça, enterrés dans les mêmes fosses communes. Bassa, Bamileke, les deux là, la période du génocide. Ils sont tous les deux dans les fosses communes, Bassa, Bamileke. Vous voyez aujourd'hui des Bamileke qui s'élèvent, qui s'attaquent au Bassa. Vous voyez des Bassa qui s'élèvent, qui s'attaquent au Bamileke. Et même j'ai vu quelque chose de très ridicule tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Vous avez des clans de Bamileke qui sont formés pour défendre Oshiga. Vous avez un autre clan de Bamileke formé pour défendre Ahmed Kame. Et ils sont en train de s'attaquer à travers les réseaux sociaux. Oh, je vais sortir défendre ma soeur Bamileke Oshiga. Les Bassa sont de l'autre côté, on va défendre Ahmed Kame. Mais d'où vient-il que, à cause de deux dégénérés, deux tarés, qu'on arrive à opposer Bassa et Bamileke à cause de ces deux-là? D'où vous vient même l'idée d'associer Bamileke dans vos choses, dans vos conneries? Quand vous regardez Oshiga, en quoi elle ressemble à une Bamileke? Elle a quoi d'une femme Bamileke? Une femme qui fume la mauvaise herbe. Vous avez vu une vraie femme Bamileke faire ça? Une femme qui crie partout, comme une grosse racaille. Vous avez vu une femme Bamileke digne de son nom faire ce genre de choses? Une femme qui a 3 enfants, 4 pères. Une femme Bamileke digne de faire ce genre de choses? Une femme que personne n'a jamais mangé, même un bâton de manioc pour sa dot. Donc même aucun homme n'a même jamais eu l'intention de dire seulement qu'on va donner un bâton de manioc à sa famille, qu'on va partager comme ça pour la dot. Qui crie, qui insulte à longueur de journée, qui ne travaille pas. Des racailles qui sont au chômage, qui profitent des allocations. On se sert des réseaux sociaux pour se faire un nom auprès de quelques racailles évidemment. On se sert des réseaux sociaux à cause des comptes monétisés. On est appelé à insulter tout le monde pour exister, ou du moins pour avoir l'illusion d'exister. Et vous voulez présenter celle-là comme une fille, notre sœur Bamileke, victime de je ne sais pas des insultes des Bassa. En quoi celle-là est une Bamileke? Quand vous la voyez, la croix d'une Bamileke. C'est incroyable. Donc, la notion de sacrifice est quelque chose que j'ai l'impression chez nous, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ils sont en France, c'est beau, mais dans cette France, les gens sont morts. Il n'y avait pas de chômage, des allocations chômage. Il n'y avait pas les congés payés. La CAF que vous voyez aujourd'hui, caisse d'allocation familiale, on aide les gens, il n'y en avait pas. Il y a jusqu'en 1935 ici. C'est à partir de 1935 qu'ils ont commencé à créer la CAF pour donner aux gens. Nos frères des Antilles, ils étaient pourtant français, ils avaient la nationalité et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le fruit des multiples luttes qui a fait qu'en 1955, qu'on décide également de redistribuer à tout le monde. Les gens se battent pour que, aujourd'hui, en France, que tu travailles et que tu sois payé, je ne sais pas, double ou triple les jours fériés. Demain, les gens vont aller s'asseoir, ils vont travailler le férié, ils seront contents. Ils vont manger, ils vont être contents, les Africains là. Ils ne savent pas que les gens sont morts pour ça. Et qu'est-ce qu'ils font donc pour préserver ça pour la génération future? Si les gilets jaunes ne se battaient pas, est-ce qu'on aurait eu en France aujourd'hui les heures supplémentaires défiscalisées? Non. Avant, tu travaillais, même sur tes heures supplémentaires, on prélevait encore des taxes, des impôts dessus. Il a fallu que les gens se battent. Les gens ont été éborgnés. Les gens ont été tués. Les gens ont été handicapés jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des gens qui mangent, qui ne pensent pas au lendemain. Je vais, pour terminer le live, prendre 10-15 petites minutes pour prendre d'autres exemples, même dans un autre monde que j'adore, même si je n'en parle pas souvent beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore beaucoup les films. Et je regarde beaucoup les films, si vous voulez, les films historiques en fait, les films qui retracent le parcours parfois des pays, un film qui vous apprend quelque chose. Au gradé Bamileke dans l'armée camerounaise, ça n'existe pas. Même s'il y en avait, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, ils n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent décider sur rien du tout. C'est les Ekans qui décident dans l'armée camerounaise. Après, c'est les Juifs
les Israéliens qui décident. Ce sont eux-là, dans ces cercles-là, qui décident. Bamileke ne représente rien du tout. Bon, certains sont contents parce qu'on dit qu'ils ont l'économie. Ils ont les bains sikini, ils vendent des tomates. Il y a des Bamileke qui sont contents. Quand on dit ça, ils ont l'économie, ils sont contents. La notion de sacrifice pour la génération future, la notion également de vengeance est quelque chose qui existe chez beaucoup de peuples. Et il y a quelques films que j'ai regardés souvent qui sont des films très très intéressants et qui nous enseignent beaucoup de choses. Tout à l'heure, je parlais des animaux, c'est-à-dire que même les animaux savent c'est quoi se sacrifier pour les autres. Les animaux savent c'est quoi se sacrifier pour leurs enfants. Alors, je vous invite à regarder sur Netflix, où ça dépend. Vous allez taper La Grande Traversée. Et j'ai eu la chance, salut mon frère Séverin Bongan, et j'ai eu la chance de rencontrer Yann Arthus Bertrand, qui est boulonnais, parce qu'à l'époque j'étais boulonnais avant d'être aujourd'hui sergissois. Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a d'ailleurs ses bureaux ici à l'Élysée, à côté de la rue des Capucines. C'est le meilleur photographe au monde et il a pu capter, n'est-ce pas, les images par satellite de la Grande Traversée. La Grande Traversée ici, c'est quoi? C'est très intéressant. Salut mon frère Valère Capot. Allez suivre ce que c'est que la Grande Traversée. Vous avez deux pays. Là, à gauche, vous avez le Kenya. Et il y a la ville frontalière qui s'appelle le Masai Mara. Vous avez en face la Tanzanie. Et vous avez la ville frontalière qui s'appelle Serengeti. Vous avez donc Masai Mara au Kenya, vous avez Serengeti en Tanzanie. Salut Tafo Jordan, toujours au rendez-vous. Vous avez des zèbres, des guenons et tous ces animaux herbivores qui sont du côté de Masai Mara. Et il y a un fleuve qui sépare. S'ils restent côté kenyan, c'est-à-dire à Masai Mara, ils vont mourir de faim. Et puisque là-bas, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de pâturage. Et pendant des mois, ils se rassemblent. Ils prennent 3 à 4 mois pour faire ce qu'on appelle le grand rassemblement. Et vous voyez des guenaux, des zèbres qui se préparent. En face, vous avez Serengeti en Tanzanie. Ils sont obligés d'aller là-bas parce qu'il y a le pâturage de l'autre côté. S'ils restent côté Masai Mara, ils vont mourir. Et quand ils vont aller côté Serengeti, il va falloir retourner plus tard à Masai Mara quand il y aura le pâturage. Parce que s'ils restent côté Serengeti en Tanzanie, ils vont mourir. C'est une histoire formidable. Et l'enseignement qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est qu'à un moment, les guenous se disent que nous allons mourir. Il y a beaucoup d'entre nous qui vont mourir. Mais il faut ça pour qu'il y ait l'équilibre de l'écosystème. Il faut ça pour la survie de nos enfants. Alors, nous allons nous sacrifier. Je vous dis bien, c'est les animaux que nous simplifions et nous mangeons. Paul Biya n'est pas capable de se sacrifier pour ses propres enfants. Les animaux le font. C'est-à-dire que si Paul Biya, à l'heure-ci, avait pensé à ses enfants, donc laissons le reste des Camerounais, on pense à ses enfants qu'on appelle seulement Franck Biya, sa femme Chantou, ses enfants et autres. On s'arrête là. Il aurait dit, bon, je démissionne, je vais me reposer, j'organise les élections libres et transparentes juste pour l'avenir du Cameroun. Il aurait libéré des millions de Camerounais. Beaucoup de Camerounais allaient même oublier tout ce qu'il a fait de mal à notre peuple. Il est là à 92 ans. Son rêve, c'est quoi? C'est qu'il veut mourir au pouvoir. Quitte à ce que le Cameroun brûle. Les animaux se sacrifient. Ils vont donc se rassembler. Vous voyez comment les guenous, les zèbres s'organisent. Les plus costauds se mettent devant pour défendre les plus petits. Et il y a maintenant à l'intérieur des fleuves là, des caïmans, des alligators, des grands crocodiles là. Pour eux, c'est le moment aussi de la fête. Ils attendent cette période de l'année pour manger. Et donc les grands alligators et tout ça se mettent prêts au moment de la traversée. Paf, ils attaquent.
Et quand ils attaquent, les plus petits souvent, vous voyez les costauds qui vont se sacrifier devant pour laisser passer sur leur dos des bébés qui vont traverser de l'autre côté parce qu'ils pensent à la survie de leur race. Ils pensent aux enfants, ils font des sacrifices pour les autres. Vous voyez quand les animaux se mettent comme ça, les guenaux, les enfants traversent sur eux. Les enfants qui sont en train de se noyer, les petits guenaux là qui sont en train de se noyer, les zèbres, vous voyez comment ils viennent porter comme ça, ils mettent là, ils avancent contre le crocodile. Les alligators, il y a l'autre qui vient, qui prend un bras là. Il y a des guenaux, des zèbres qui arrivent de l'autre côté de Serengeti, avec un bras en moins, avec une patte en moins. C'est des animaux. Ils sont structurés, ils sont organisés et ils se demandent comment protéger l'espèce. Comment pérenniser l'espèce. Il faut protéger donc leurs enfants. C'est une histoire formidable. Quand vous regardez la grande traversée, je reste comme ça 2-3 heures de temps, je regarde la grande traversée du Masai Mara pour Serengeti. Je n'ai pas eu le courage de me lever comme ça, même mettre pause pour aller faire pipi, c'est pas possible. Le jour que j'ai vu Yann Arthus Bertrand, je dis mais c'est pas possible. Comment vous avez pu réaliser un tel film documentaire? C'est incroyable. Les animaux qui se sacrifient. Les alligators aussi. Ils ont besoin de cette période-là pour manger, pour accumuler aussi au maximum. Et c'est l'ensemble de ça finalement qui participe à l'équilibre de l'écosystème. On sait qu'il y a des uns qui vont mourir. Finalement, c'est l'histoire de la vie même. Finalement, c'est l'histoire même de l'humanité. Il reste maintenant à ceux qui vont venir plus tard de pérenniser l'héritage. Regardez si Oumyobé se réveille aujourd'hui, voit que l'UPC, pour lequel il est mort, est devenu l'allié du RDPC. Et c'est les enfants Bassa qui font ça. Ils sont devenus alliés du RDPC parce qu'ils sont habités par la haine du Bamileke. Il faut être contre Kamto. Le Bamileke, regardez-moi ça. Riveline Djonkou, c'est très simple. Tu tapes sur YouTube la grande traversée de Masai Mara pour Serengeti. C'est incroyable. Et oui, le juif noir. Les Gounous se sacrifient. Oh mon Dieu, quand tu regardes ça, tu vois les Camerounais qui ont 70 ans, ils croient qu'ils sont trop intelligents plus que tout le monde. Ils disent que tu veux que je sorte pour que... pardon, je vais vivre ma vie. Les gens ailleurs, les animaux pensent que pour qu'il y ait un avenir meilleur, il faut qu'on fasse des choses, qu'on se sacrifie. Il faut qu'on se batte. Et sortir dans les rues manifester ne veut pas forcément dire qu'on va te tuer. Sortir manifester ne veut pas dire forcément qu'on va te tuer. Non, 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 non. Ou qu'on va t'arrêter et jeter en prison. Et si on t'arrêtait, même moi j'étais en prison, s'il y avait la solidarité, tu n'irais jamais en prison. On a vu comment les gens sont venus, les billes avec des armes voulant effrayer les gens à Bafang. On a arrêté les gens, on a mis en prison. Les populations se sont levées, ils ont encerclé tous ces gens. Les gendarmes et les policiers, tout ça se sont sentis en danger. Ils ont appelé Yaoundé. Yaoundé a dit ouvrez. Ils ont libéré, les prisonniers sont tous sortis. Est-ce que les prisonniers politiques, là, vous avez vu beaucoup qui venaient de Bafang? Ils ont dit que personne ne bouge ici. Si vous êtes nombreux, pour dire stop, aucun militaire ne va tirer. Même le plus fou de tous les militaires. Il a aussi sa famille. Il sait que s'il tire, vous êtes plus nombreux, vous allez l'abattre. Lui aussi, il veut vivre. Si on sort 100 personnes, bah, les militaires ils sont 10 000, c'est normal. Et si on sort 1 million, même s'il y a 10 000 policiers, gendarmes, il dit bien s'ils sont 10 000. S'il y a 1 million de Camerounais dans les rues, c'est terminé. Mais vous demandez aux gens de sortir, non, non, je sors pour un Bamileke Kamto, pour que les Bamileke aillent prendre le pouvoir politique, alors qu'ils ont déjà le pouvoir économique. Qui? Je veux aller me battre pour qui? Les Bamileke? Ah non, non, je veux me battre pour qui? Voilà les choses comme ça qui divisent les Camerounais. Voilà autant de choses. Je ne sais pas si vous avez vu un autre film très intéressant. Le titre, c'est Va, vie et deviens. Il y a une épidémie en Éthiopie, il y a une famine qui ne dit pas son nom en Éthiopie. Et il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir de faim, de soif. Il y a l'insécurité. Et les Juifs d'Israël vont lancer l'opération qu'on appelle l'opération Salomon. C'est une opération, ils ont déjà lancé plusieurs opérations, opération David, opération Salomon pour venir sauver les autres Juifs, qui sont les Falachas d'Éthiopie,
qu'on sauvait de la famine, de la misère, pour amener en Israël. Bon, à côté maintenant, il y a des stérilisations, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font derrière. Bon, on ne va pas insister là-dessus parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Bon, il se passe quoi? Il se passe que il y a un génie parmi qui s'appelle Shlomo. D'ailleurs, il va se battre à porter le nom de Shlomo. Sa mère, sachant qu'elle va mourir, dit ceci: je vais accepter de rester en Éthiopie mourir, mais il faut que mon fils vive. Le titre c'est Va, vis et deviens. Quand il y a l'orage, il y a la misère partout, la soif, la faim. Cette maman, dont le fils est chrétien, va mentir, dit à son fils que quand on va te demander si tu es juif, dis que tu es juif et porte le nom de Shlomo. Et le petit va traverser, se passer pour un juif alors qu'il est chrétien pour aller survivre en Israël. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir derrière. Sa mère va finir par mourir. Elle va dire, je sais que je vais mourir, mais je ne peux pas accepter de mourir au même moment que mon fils. Je me battrai pour que tu sois debout. Tu es chrétien, c'est pas grave, mais manque que tu es juif pour que tu puisses avoir la chance d'aller en Israël. Le titre c'est Va, vis et deviens. Vous voyez comment une maman, le cœur d'une mère qui sait c'est quoi, aller accoucher. Elle prend son fils comme ça, elle le chasse, elle dit que va là-bas, tu vas survivre en Israël. C'est quand tu vois ce film-là, tu es traversé par une chair de poule qui t'habite, qui te traverse. Tu te dis mais c'est pas possible. Tu te dis mais c'est pas possible. C'est des films très intéressants à regarder. Très intéressants. Vous avez en Afrique du Sud, c'est des choses que vous pouvez toujours vérifier pour ceux qui ont travaillé sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour moi, c'est une très grande passion. J'ai beaucoup étudié l'Afrique du Sud. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'Afrique du Sud. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je me documente au maximum, surtout les documents en français, parce qu'ils ont souvent certaines versions en anglais. Je n'y arrive pas. Je préfère prendre les versions françaises. Alors, vous avez l'histoire de Chris Mashlangou et l'histoire de Chris Mashlangou et de Patrick Ndolovu. Il y a deux versions. Après, il y a des gens peut-être qui en savent mieux, qui peuvent me donner plus de précision là-dessus. C'est-à-dire que vous avez, lors de la période de l'apartheid, une mère qui est devenue triste, mais qui est devenue tellement triste parce que elle a perdu son fils. Son fils a été tué par un raciste blanc. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de vengeance. Je vous parlais aussi du sacrifice pour les générations futures. C'est-à-dire que vous avez la maman qui, dans la période de l'apartheid, son fils, Mashlangou Richard, qui va être attaqué et tué par des racistes blancs. Il y a son frère Chris Mashlangou qui reste, qui va survivre. Ça, c'est une histoire qui est... on parle là de 2010, mais c'est quelque chose qui fait référence au passé. Encore une fois. Vous voyez l'histoire, on rattache ça à quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud dans l'histoire. C'est-à-dire que finalement, l'enfant va grandir avec au fond de lui cette vengeance-là qui est inculquée incessamment par ses parents qui vont lui dire que tu as une mission. En fait, ta mission, c'est de sauver ton frère. En fait, ta mission est de venger ton frère qui avait été tué par les Blancs. Et donc, quand vous regardez l'histoire de Chris Mashlangou et de Patrick Ndolovu, vous vous rendez compte de quelque chose, en fait. C'est que Chris va travailler. Bon, il est en réalité monté par les services secrets de l'ANC qui vont le pousser à intégrer le domicile. Il va là-bas comme domestique pour demander du travail. Et il va entrer chez un raciste, n'est-ce pas, qui est le patron du groupe raciste blanc sud-africain qu'on appelle, vous voyez, aux États-Unis, il y a le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan version sud-africaine. Celui qui était à la tête de ça s'appelait Eugène Terre Blanche. C'était un descendant de Huguenots français qui était allé à l'époque en Afrique du Sud lors
de la persécution ici des protestants et tout. Après l'édit de Nantes, il y a eu des persécutions religieuses et c'est comme ça que cette partie-là des descendants de Huguenots qui produisent du vin dans le sud de la France était rendue du côté de l'Afrique du Sud. Ils ont d'ailleurs bâti une ville là-bas au nom de Bloemfontein. Il y a une descendance française en Afrique du Sud. Et donc avec les Anglais, les Hollandais, il y a eu tout ce mélange-là par la suite. Donc le gars, il s'appelle Eugène Terre Blanche. Et donc, il prenait souvent du plaisir à prendre un noir comme ça en pleine journée, il découpait la tête, il faisait des vidéos, ils en rigolaient quoi. Et donc, il y a beaucoup qui ont grandi, notamment Machlangou, qui sera infiltré, qui sera envoyé par les services secrets de l'ANC pour infiltrer, se présenter comme un simple jardinier. Et il va donc travailler là-bas pendant des années. En travaillant là-bas pendant des années, il va suivre tous les mouvements, il va observer les habitudes de Eugène Terre Blanche et tout l'environnement et tout. Et donc, un jour, il sera en train de dormir, comme généralement autour de 14 heures, il prenait sa sieste. Le coup avait été prévu normalement à partir de 2006, d'après ce qui se dit. Et donc, en 2006, il était question de frapper ce grand coup-là avec l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'était pressenti pour 2006. Mais il y a malheureusement un pays traître en Afrique qui s'appelle le Maroc, qui va voter pour que l'Afrique du Sud perde cette organisation de la Coupe du Monde parce qu'elle était également candidate pour organiser la Coupe du Monde au Maroc. Et donc finalement, le Maroc va voter l'Afrique du Sud, l'Allemagne qui va organiser la Coupe du Monde 2006. Et donc c'est en 2010, donc à partir du mois, je crois, d'avril, comme ça, que le coup va être fait. Vous voyez comment progressivement, il y a un système qui se met en branle en vue d'atteindre un objectif parce qu'on n'a pas oublié. Mais le problème chez nous, souvent, c'est qu'on oublie beaucoup. Et donc, Eugène Terre Blanche est en train de faire sa sieste. Chris Machlangou va donc débarquer avec une hache et va donc trancher sa tête. Il était costaud comme ça, gros, grand de taille. Un costaud comme ça, grand de taille. Là. Eugène Terre Blanche. C'est comme ça que son assassinat est annoncé dans toute l'Afrique du Sud. Il sera arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Mais d'après ce qu'on dit, il avait été exfiltré par les services secrets de l'ANC, qui d'ailleurs l'avait jugé. Au tribunal, c'était des blancs, des noirs qui l'avaient jugé, et c'était objectif atteint. On l'avait donc éliminé, le gros raciste. Il était donc question de l'exfiltrer dans un autre pays, pour qu'il aille là-bas continuer la prison. D'ailleurs, d'autres disent qu'il a été libéré. Et bon, je n'ai pas plus d'infos parce que je n'ai plus regardé la suite. Vous voyez, il était avec Patrick Ndolovu. Bon, Ndolovu, à l'époque, qui était mineur, avait été libéré tout simplement. Il avait été condamné avec 2 ans avec sursis. Mais il n'avait pas participé au crime. Ça dit que vous avez beaucoup d'histoires comme ça. Vous avez également l'histoire de Kalouchi. C'est des trucs, hein, même sur Netflix, hein, vous cliquez, vous tombez dessus, c'est formidable. Bon, peut-être je suis plus passionné, je suis plus intéressé parce que je suis passionné d'Afrique du Sud. Mais quand vous regardez l'histoire de Kalouchi, qui devient un grand héros dans l'histoire d'Afrique du Sud, parce qu'il se battait contre les injustices, quelqu'un qui va partir de rien et qui du jour au lendemain va rassembler autour de lui des troupes qui iront se battre, n'est-ce pas, contre les injustices en Afrique du Sud. L'histoire de Salomon Kalouchi, ça c'est Salomon Kalouchi, Machlangou. C'est également un autre Machlangou. Et il y a donc des interactions, il y a, je crois, il y a des liens voilà, avec toutes ces choses-là. C'est des films comme ça qui me parlent beaucoup. J'aime bien regarder des films comme ça parce que ça me parle beaucoup en fait. Si vous lisez également, vous voyez celui qui a eu il y a quelque temps le prix Renaudot, le meilleur écrivain africain en France, le prix Renaudot. Là. Celui qui a gagné ça, c'est un Algérien au nom de Kamel Daoud. Kamel Daoud, ici, il y a un de ses ouvrages très intéressants, je vous invite à le lire. Le titre, c'est Mersol, contre-enquête. C'est une sorte de, voilà, c'est une contre-enquête véritable qui va se mettre en route à partir du moment où il y a un assassinat. Son grand frère est assassiné par des Blancs, notamment des Français lors de la colonisation. Et lui, il va grandir avec pour mission de venger son frère. Avec sa mère qui tout le temps lui rappelle, ton frère a été tué par les ennemis qui n'aimaient pas notre pays. Et donc tu as l'obligation et le devoir de finir par te battre pour venger ton frère. Il va grandir avec ça.
Finalement, il ne va pas connaître de vie amoureuse, il ne va pas connaître de vie sentimentale avec des enfants, une famille finalement bien connue. Et donc, on va se mettre progressivement à rechercher le coupable et à détricoter l'histoire qui a été racontée de façon officielle. Parce qu'il avait des suspicions, il avait des pressentiments qu'en fait, finalement, ce qui avait été raconté n'était pas le cas. Et il va arriver au résultat final pour venger son frère, il va finalement le venger. C'est une histoire très intéressante. C'est un livre très intéressant. Il a écrit un nouveau là. L'ouvrage, c'est Ouria. D'ailleurs, tous ces ouvrages en Algérie sont interdits. Hein. C'est interdit. Il y a en Algérie, il est traité comme un vendu, quoi. C'est l'un des plus détestés en Afrique du Sud. Voilà, exactement, Ange Feuillou. Il est tellement détesté, je veux dire, en Algérie. Tellement détesté en Algérie. Kamel Daoud, c'est quelqu'un d'un peu foufou dans sa façon de penser et qui est contre le monde finalement arabo-musulman parce que lui, c'est quelqu'un qui mange et boit du vin, il n'est pas dans les histoires des musulmans. Et même d'ailleurs, c'est lui qui disait que il ne comprend pas le monde finalement, ce qu'ils appellent la rencontre du monde arabo-musulman et la rencontre avec le monde occidental parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie venant de la part des arabo-musulmans. Il demandait comment, il ne comprend pas. Il y a une phrase d'ailleurs très intéressante où il dit il ne comprend pas comment on peut être habillé, une femme peut être habillée en djellaba, en voile intégral et tout, mais en bas, elle a la dernière sortie de Nike. Et elle a un iPhone. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même les femmes, les voilées et les grands barbus et tout ça, ils ont le dernier cri de iPhone à main et ils ont toujours en bas les baskets. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas les sandalettes comme l'époque du prophète Mohammed, mais ils vont plutôt porter quelque chose de très très moderne finalement, avec un accoutrement de très très ancien qui voudrait se rapprocher du monde ancien dans lequel a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, il y a un problème à ce niveau-là. Et lui, souvent, quand il décrit ce monde-là, lui, il ne va pas prier. Il déteste ce genre de monde d'hypocrisie où les gens ne peuvent pas vivre leur vie. Parce que ça, dans son ouvrage, c'est un monsieur qui est beaucoup détesté. Beaucoup détesté. En fait, c'est pour moi, des choses comme ça, c'est intéressant. C'est pour ça, quand je fais des lives, parfois, j'aime bien parler des choses comme ça pour pousser les gens à aller acheter, à aller lire, à prendre du temps, se concentrer. Il n'y a pas que les directs de Ahmed Kameh en train d'insulter, je ne sais pas, Weshiga qui est enceinte, une connerie pareille comme ça. Les gens sont assis là-bas. Jusqu'à il y a des gens que dans leur cœur, ils ont le barat. Ahmed Kameh, je vais écraser ton piment. Le jour que je vais te voir, tu dis que tu es un homme, saleté comme ça. Je suis souvent là, je regarde souvent, je dis, mais attends, les gens trouvent le temps où pour s'asseoir dans des trucs comme ça, jusqu'à détester quelqu'un. On va défendre les bafans. Vous avez touché le Bamileke. Quel Bamileke on a touché? Pour une racaille qui s'appelle, je ne sais pas, Oshiga ou c'est quoi là, qui fume la mauvaise herbe et qui crie partout là. C'est quoi ça? Donc, je suis content d'avoir fait ce petit live. Je voulais le faire depuis quelques jours. Après, je passe toujours le temps. Parfois, je ne suis pas au bon endroit. Donc, j'avais envie d'échanger avec vous, d'apporter cette petite contribution. Et merci à vous qui me faites l'honneur voilà, de suivre mes lives. Oui, Tidjane Djaï avec son œuvre Génocide voilé, je l'ai lu. C'est un brillant livre. Il y a beaucoup de musulmans qui n'étaient pas d'accord pour la sortie de ce livre-là. Le génocide voilé ici expose le génocide, en fait, il parle en fait de quel génocide? Il parle de l'esclavage arabo-musulman qui a duré 1400 ans. Et il rappelle ici au monde musulman pourquoi finalement, quand on parle d'esclavage, vous allez voir par exemple un musulman sénégalais, un musulman, je ne sais pas, malien. Quand il va parler d'esclavage, il va toujours parler des esclavages, de l'esclavage des Blancs. Et oui, les Blancs étaient venus chez nous, les Blancs ont fait ceci. Pourtant, avant l'arrivée des Occidentaux, 1000 ans avant, les Arabes étaient déjà arrivés en Afrique, notamment en 1076, en détruisant la ville de Koumbi Salé. Là, si je veux parler, on va rentrer dans des détails historiques, ça va faire trop long. Mais grosso modo,
Tidjane Ndiaye va parler de cet texte. En fait, c'est un génocide voilé parce que les convertis à l'islam par solidarité religieuse, n'est-ce pas, avec les Arabes, ne veulent pas qu'on mette des mots sur ce grand génocide, sur cet esclavage, sur cette malfait, sur ce désastre qu'il y a eu au sein de notre peuple, ce qu'a subi notre peuple de Kama. Donc, ils préfèrent jeter l'opprobre sur les Occidentaux et ne jamais parler du mal que les arabo-musulmans ont fait sur le continent africain et continuent d'ailleurs de faire parce que là, ils sont encore présents. Ils font des dégâts avec le wahhabisme d'Arabie Saoudite. Ils sont en train de faire des dégâts partout en Afrique avec du terrorisme qu'ils créent partout pour les intérêts de quelques wahhabites. Et donc, il y a des musulmans qui n'aiment pas quand on aborde ces questions-là. Et donc, le génocide voilé de Tidjane Ndiaye, il va être détesté pour beaucoup d'ailleurs à cause de cet ouvrage-là. Alors qu'on parle beaucoup plus de l'esclavage des Blancs, pratiqué par des Blancs pendant 400 ans. Voilà. Bon, après, lui-même n'a pas pris conscience. Hein. Après avoir raconté tout cela, lui, Tidjane Ndiaye est resté musulman. Ça ne l'empêche pas d'être musulman, d'aller dans les mosquées, prier toujours, et appeler les Arabes ses frères. Ça n'a pas empêché. Donc voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Puis force santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Merci à vous. Merci pour les cœurs, Riveline Djonkou. Merci pour les cœurs. Ce serait bien que tu achètes mon livre, 15 €. Je suis foiré jusqu'à... Allez, merci à vous et très bonne soirée.